On dit souvent à l'impossible, nul n'est tenu. Eh bien, c'est vrai parce que notre invité d'aujourd'hui, Jean-Sébastien Peck, a réussi à faire financer un immeuble de 10 logements vides. Et il voulait évidemment en faire un flip. C'est donc un investissement qui lui a absolument rien coûté, pas de mise de fonds, pas pour les coûts des travaux non plus. C'est l'institution qui a fait des déboursés pour les travaux. Donc, c'est extrêmement intéressant. Comment il a fait ça? C'est ce que vous découvrirez en écoutant cet épisode où Jean-Sébastien nous dévoile aussi plein de trucs pour faire des flips intelligents et des flips à succès. Bonne écoute! Alors, on est avec Jean-Sébastien Peck. Salut Jean-Sébastien! Salut Diane, ça va bien? Oui, merci. Merci d'avoir accepté de venir parler à nos auditeurs Ça dans fait cet plaisir. épisode de Deal et Confidence. Toi, tu es investisseur immobilier à temps partiel depuis 4 ans dans la région de Drummondville. Parfait. Tu as 3 flips en cours présentement, mais j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui d'un 10 logements que tu as acheté dans le secteur de Trois-Rivières. L'histoire est un peu particulière. Parle-nous-en. Oui, bien, c'est un petit peu particulier dans le sens que c'était un gros projet pour moi au départ. C'était un 10 logements qui était vide au moment où il a été acheté, complètement vide. Il n'y avait pas un seul locataire. L'ancien propriétaire, dans le fond, était en faillite. Je veux dire, il a perdu l'immeuble ainsi que d'autres immeubles. Puis au moment où je l'ai pris, c'était défini que ça allait être un flip. C'était un redressement. Il y avait un peu d'amour à donner, mais pas de temps. Tu sais, structurellement parlant, l'immeuble était très bien. C'était plus du rafraîchissement de logement plus que d'autres choses. Certains étaient pires que d'autres, mais ça s'est bien fait pareil. Tu sais, le projet a été particulier parce qu'à travers ce projet-là, moi, j'ai commis une grosse erreur en cours de projet qu'on pourrait discuter un petit peu plus tard, qui a fait en sorte que ça a fait changer un peu les choses. Mais mis à part ça, le reste du projet, c'est très bien déroulé. OK. Puis dis-moi, tu as trouvé ce 10 logements-là sur mon prospecteur. Est-ce que c'était à ce moment-là une reprise de finances? La première fois que j'ai vu l'immeuble, il n'était pas encore en reprise. En fait, j'ai vu le préavis d'exercice. J'ai pas, puis à ce moment-là, sur le préavis, bien, il était indiqué, dans le fond, la dette que le propriétaire avait envers l'immeuble. Et la dette était trop élevée pour que moi, je puisse conclure un deal à ce moment-là. Là. Selon les coûts que moi j'avais, que j'étais prêt à acheter l'immeuble, la dette était plus élevée que ce coût-là. Fait que moi, j'ai volontairement mis l'immeuble de côté en me disant que je ferais un suivi par la suite. Ce suivi-là, en général, je fais des suivis directement aux gens, là, une couple de semaines ou une couple de mois plus tard, tout dépendamment du dossier. Mais dans ce cas-là, le suivi a été facile. J'ai juste attendu l'acte de vente, finalement, que la caisse reprenne l'immeuble parce qu'il y avait vraiment rien à faire. Là. J'ai juste attendu qu'il soit carrément à vente. Je surveillais Centris, je surveillais mon prospecteur. Quand j'ai vu l'acte passer, il n'était pas encore affiché. Fait que j'ai pu, dans l'acte de vente, les coordonnées du courtier étaient inscrites. Fait que je l'ai contacté. OK. Est-ce que dans une reprise de finances comme ça, tu as une marge de négociation plus grande avec le prêteur, avec l'institution financière, qu'avec l'ancien propriétaire, on va dire? Ça va dépendre des cas. Dans ce cas précis-là, j'avais définitivement plus de marge de manœuvre avec le créancier plutôt qu'avec le vendeur. C'est sûr, certain. Parce que lui, sa dette était trop élevée. Et en plus, dans ce cas-là, il y avait d'autres immeubles. Ce n'était pas juste celui-là qui était visé par le préavis d'exercice. Il y avait vraiment son parc au complet qui était visé. Donc, il était en difficulté au complet sur tout son parc, pas juste sur cet immeuble-là. Puis ses hypothèques étaient toutes au même endroit. Fait que, tu sais, eux, quand ils ont émis le préavis, ils ont émis le préavis pour la totale au complet. Fait que, tu sais, la dette était considérablement élevée. Fait que dans ce cas-là, tu sais, lui, même si j'aurais pu avoir une bonne négociation avec le vendeur directement, il y avait pas, j'avais pas intérêt à le faire parce que je le savais anyway que même s'il aurait accepté une offre plus basse que la dette que lui avait, la caisse n'aurait jamais fait passer la transaction de toute manière. Fait que, tu sais, moi, je n'ai pas mis d'énergie là-dedans dans ce cas-ci. J'ai juste parlé avec le créancier. OK. C'est quoi ta stratégie à ce moment-là? Tu prends le téléphone, tu appelles le créancier. Hey, hey, je suis intéressé par la propriété. Comment ça marche? Bien, je dois avouer que ce petit truc-là, c'est un bonus pour vous, dans le fond. Je vais vous le dévoiler. Là. Dans ce cas-ci, ce n'est pas arrivé, mais dans les autres cas où je vois des préavis d'exercice qui m'intéressent, ou qui concernent des propriétés qui m'intéresseraient, mais que les dettes seraient trop élevées, ce que je fais, c'est que je contacte
carrément le créancier. Dans le préavis d'exercice, là, surtout pour les caisses des jardins, si on fait une notation particulière à ce qui est écrit dedans, vous devriez trouver les coordonnées et le nom de la personne responsable de la propriété dans le préavis d'exercice. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toutes les institutions bancaires qui font ça, mais pour la caisse, c'est le cas dans la majorité du temps. Fait que je passe tout simplement un coup de fil, je laisse mon nom, mon email, mes coordonnées, puis je leur dis que cette propriété-là m'intéresse, advenant le cas où la caisse reprendrait justement la propriété. Et je fais bien de faire ça parce que juste au cours du dernier mois, là, il y en a 2 qui m'ont appelé. Ils me disent ah, tu nous avais appelé, là, justement, à peu près au moins 8 mois, là, ça va faire un certain temps de ça. Ah ouais. Tu nous avais contacté pour un petit bout de temps, puis tu nous avais dit que tu étais intéressé. Ben là, c'est le temps là, parce qu'on vient de reprendre. Puis la propriété n'était pas encore sur le marché à ce moment-là. Mais pour le 10 logements, j'ai pas eu c'est pas arrivé de cette manière-là parce qu'il n'y avait pas de coordonnées de laisser. J'ai même pas appelé le créancier. J'ai appelé directement le courtier quand la caisse avait mis les meubles et avait donné le mandat de vente au courtier. C'est lui que j'ai appelé. OK. Puis ensuite, j'aimerais savoir, au début, tu t'es fié sur les dettes par rapport à le montant que le propriétaire devait pour voir si tu avais quelque chose d'intéressant, une marge intéressante pour négocier. Après, qu'est-ce que c'est tes autres critères pour te dire, ben là, 10 logements, bon, c'est pourquoi que tu t'intéressais? En plus, il était vide, c'est dur à financer. Oui, ben tu sais, le fait qu'il soit vide, il faut faire. C'est sûr qu'au départ, moi, je n'en avais aucune idée qu'il était vide. Je l'ai su lors de mon premier appel avec le courtier. Ça, parce qu'avant, je ne savais vraiment pas. Là, quand je regardais l'immeuble, moi, dans ma tête, cet immeuble-là, il était plein. Là. OK. Ou il y avait peut-être quelques vacances. Vu que c'est un préavis d'exercice, je me doutais bien qu'il y avait des vacances parce que le propriétaire n'arrivait plus à joindre les 2 bouts. Mais en même temps, j'ai déjà vu des préavis d'exercice sur des immeubles qui étaient pleins pareil, puis le propriétaire était quand même en difficulté. Là. Ça n'explique pas tout. Là. Dans ce cas-ci, je l'ai appris quand j'ai appelé le courtier. Fait que, les critères sur lesquels je me base, c'est que, ben, au moment où j'ai vu l'immeuble, j'ai regardé le secteur, j'ai regardé les loyers sur à peu près combien, puis étant donné que je n'avais aucune information sur l'immeuble, ben, les coûts, je les ai approximés, là, mais vraiment très approximatifs. C'était un 10 logements, fait que ça, je savais grâce à l'évaluation municipale que c'était un 10 logements. Fait que je me suis dit, bon, ben, dans un 10 logements, il doit y avoir, mettons, 6, 4,5 puis 4, 3,5. J'ai fait cette hypothèse-là. J'ai estimé les revenus annuels basés sur cette hypothèse-là et les loyers moyens de ce secteur-là. Et basé là-dessus, ben, j'ai estimé, encore une fois, des dépenses à l'immeuble. J'ai fait le pire cas, le meilleur des cas, puis je me suis dit, bon, mais cet immeuble-là, sa valeur économique va être en temps puis temps à peu près. Fait que basé là-dessus, ben moi, voici les coûts voici le prix que je suis prêt à payer pour ce genre d'immeuble-là en fonction de ce calcul-là. Puis c'est en faisant l'exercice, ben c'est là que j'ai constaté qu'il n'y avait rien à faire à cause de la dette là, qui était trop élevée dans ce cas-ci. OK. C'est beaucoup d'approximation. On ne se le cachera pas. Là. Mais une fois que tu as communiqué avec le courtier, là, tu as eu des réponses à tes hypothèses. Oui, j'ai eu des réponses. Il y en a certaines qui ont été confirmées, d'autres qui ont été contredites. C'est tout à fait normal. Le courtier a été d'une excellente aide là-dedans. Ça aussi, je peux vous donner un autre conseil par rapport à ça. Vous faites affaire avec des courtiers, que ce soit toujours le même courtier, un courtier collaborateur ou au cas par cas, c'est pas grave. Le courtier en général, dans ce cas-ci, le courtier immobilier qui avait été choisi par la Caisse, c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui était habitué. Il était habitué dans ce secteur-là, puis il est habitué dans les reprises de finances. Fait que ça m'en dit long. Le secteur, je ne cacherai pas qu'il était so-so aussi. C'est un secteur qui est un peu plus propice à ça, mais c'est pas grave, l'opportunité était là pareil. Fait que lui, vu qu'il était habitué, ben, je n'étais pas le premier investisseur avec qui il faisait affaire. Fait que quand j'ai posé des questions, quand je suis venu pour faire une offre et tout ça, ben, il a compris la game assez rapidement, puis il m'a aidé à travers ce cheminement-là. Là. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé, la première fois que je l'ai appelé, c'était clair dans ma tête que je faisais une offre d'achat là. Parce que l'opportunité était là. Le prix qui était affiché en vente, moi, j'étais prêt à le payer, ce prix-là. Là. Mm-hmm. Fait que, vous voyez la différence. Je vous parlais que la dette était trop élevée. Vous voyez, j'ai attendu un an, puis quand la Caisse a décidé de le mettre à vente, ben, ils l'ont déjà mis à vente plus bas que le prix de la dette là, parce qu'ils ne voulaient vraiment pas s'en débarrasser, pas rien qu'à peu près. Là, le logement était vide. Là. Fait qu'ils ne voulaient pas garder ça. Mais où je m'en allais avec ça? Là?
Ben ouais, c'est ça. Puis je voulais faire une offre d'achat direct là sans l'avoir visité. Tu sais, je l'ai remis concernant à la visite. C'est là qu'il m'a dit qu'il était vide et qu'il préférait me faire visiter l'immeuble d'abord. Là, j'avais peur de perdre mon pied dans la porte, si on veut. Tu sais, il y en a plein d'autres qui, pendant ce temps-là, qui auraient pu faire des offres, puis j'aurais pas été tout seul. Mais il a insisté pareil. Il dit non, non, il dit t'inquiète pas. Il dit viens voir l'immeuble. Il dit les offres, on les gérera par après, puis viens voir qu'est-ce que tu en penses, tout ça. Ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises pour cette opportunité-là, parce qu'on s'est rencontrés, on s'est vu pour la première fois. Il a vu qui j'étais, il a vu le style que j'étais, et il a aussi constaté la sérieuxité que j'avais. Fait que ça l'a pesé dans la balance. Là. Même, je vais même vous conter une petite anecdote à ce sujet-là. Quand j'ai fait mon offre d'achat, il m'avait dit, il n'était pas censé me le dire, mais il l'a fait pareil, là. Il m'a divulgué le prix de l'offre d'achat d'un concurrent. T'sais, il m'a dit, ah oui, j'ai reçu une offre d'achat à tel prix d'une autre personne. Fait que moi, le prix que je faisais, il était plus bas que le sien. Il m'a dit, ah, c'est pas grave, ça. Il dit, l'autre personne, là, il dit, je la connais pas, elle a passé par un autre courtier, son offre d'achat est remplie à bric-à-brac. Ça a été fait rapidement sur le coin d'une table. Il ne passe Personne, peut-être pas au financement non plus. Peut-être, oui. Puis ben, c'était encore pire. La personne elle avait donné un prix plus élevé, puis elle n'avait même pas mis conditionnel au financement. Oups. Moi, je n'avais pas le choix de mettre conditionnel au financement. Fait que ça regardait vraiment pas bien là, dans mon cas à moi. Il m'a quand même dit, ah, c'est pas grave, il te fait l'offre pareil, il dit, on va voir. Ben, quand lui est arrivé pour présenter les offres d'achat au huissier, parce qu'il fallait passer par un huissier, ben, il a dit, ben, vous avez cette offre-là, qui est d'un nowhere, d'une telle personne, que je connais pas, qui a passé par un autre courtier, blablabla. Puis il a présenté la mienne, qui était à un prix plus bas. Il a dit que j'étais un investisseur, puis que je connaissais la game, puis que moi, je savais déjà qu'est-ce que je m'en allais faire à l'immeuble, j'avais déjà estimé mon coût des travaux, j'avais déjà, bref, il a vendu sa salade. C'est mon offre qui a été priorisée pareil. Fait que, tu sais, j'ai bien joué le jeu là, avec un courtier, là, ça peut vous aider dans des cas comme ça, surtout quand il y a plusieurs offres à la table. Là. Établissez des bonnes relations avec vos collaborateurs envers vos courtiers. Il a été d'une grande aide aussi, Jean-Sébastien, si je ne me trompe pas, au niveau des phases environnementales. Oui. Quand tu es 5 logements et plus, il y a comme des phases à respecter. Ouais. Il t'a aidé là-dedans aussi. Oui, parce que vu que c'est un 10 logements, bien, c'est sûr et certain que moi, je n'allais pas acheter sans avoir au minimum un rapport phase 1 qui allait confirmer qu'il n'y avait aucun risque. S'il y avait un risque, ça me prenait un rapport de phase 2. Moi, je n'étais pas prêt à payer pour ça. Vu que c'est une reprise de finance, je le savais dès le départ que ça allait être difficile. Moi, je voulais mettre mon offre d'achat conditionnel à l'obtention de tout ça au préalable, mais vu que c'est une reprise de finance, il m'a dit oublie ça, il dit je ne peux pas mettre la condition. Il dit la caisse n'acceptera pas, le huissier non plus. Puis il dit par contre, il dit laisse-moi fouiller un peu. Il a fouillé, il m'a aidé, il a été voir des signes préalables, il a fouillé chez le huissier, il a fouillé dans les dossiers de cet immeuble-là et il a trouvé le rapport environnemental phase 2 que la caisse avait fait faire au moment où eux avaient repris l'immeuble. Puis le rapport certifiait que oui, il y avait un réservoir d'huile en avant de l'immeuble enterré. Puis, mais par contre, le rapport se mentionnait qu'ils ont creusé, ils ont fait des carottes dans le sol, tout, puis ils ont confirmé qu'il n'y avait aucune contamination. Fait que si je n'avais pas eu ce rapport-là, c'est sûr que l'immeuble, je ne l'achetais pas. C'est sûr, c'est sûr. Surtout sachant qu'il y avait en plus un réservoir d'huile ils ont enterré en avant de l'immeuble. Là, écoute, là, c'était impensable pour moi chez l'immeuble. Le risque était beaucoup trop élevé. Mais grâce au rapport, je l'ai fait. OK. Jean-Sébastien, c'est quoi les autres vérifications diligentes que tu as fait par rapport à ce 10 logements-là? Il y en a plusieurs. C'est sûr que là, vu qu'il n'y avait pas personne dans l'immeuble, ben, je vous épargne la partie des baux. Hein, parce qu'évidemment, je n'ai pas eu de vérification à faire à ces mois-là. Par rapport aux dépenses de l'immeuble, Hydro-Québec, on s'en passe pas. La personne avait acheté l'immeuble en son nom personnel. Fait que j'ai été en mesure sur le site d'Hydro-Québec d'aller voir l'historique. Ben, l'historique, c'est une estimation annuelle qu'ils font, là, en fonction des coûts de la dernière année. Fait que j'ai pu aller les voir pour chacun des logements et pour l'immeuble au complet parce qu'il y avait une bonne partie des logements qui étaient payés par le propriétaire sur un seul compteur. Ça, on n'y manque pas. J'ai aussi été voir à la ville pour voir s'il y avait des non-conformités. Ça, peu importe le deal, que ce soit un 6 logements et plus, un 5 logements et moins, peu importe c'est quoi, puis peu importe que je l'ai mis dans l'offre d'achat ou pas, c'est sûr que je fais cette vérification-là. Je vais voir la municipalité, je vais m'asseoir avec, je vais leur demander, cette maison-là, là, est-ce qu'il y a des non-conformités dessus? La personne, souvent, là, on obtient des informations supplémentaires qu'on n'avait même pas besoin. J'ai appris pour cet immeuble-là là, que
que ça a coûté 5 000 le construire en 1900 tranquille. C'est vraiment drôle. L'historique va vraiment loin. La seule chose qu'elle me dit à propos de l'immeuble, c'est qu'il y a déjà eu des historiques, mettons, c'était même pas de la non-conformité, c'était des plaintes qu'il y avait eu envers l'immeuble. J'imagine que c'était à cause des locataires qui étaient sur place. Il y avait eu des plaintes du voisinage, mais la ville m'a confirmé que ces dossiers de plaintes-là étaient fermés. Ils n'étaient plus en cours, c'était fermé. L'immeuble était libre de non-conformité. Oui. Ah, bien, c'est intéressant. Y a-t-il d'autres choses aussi qu'on doit vérifier avant de se lancer dans la grande aventure? Tout ce qui dépense, le compte de taxes scolaires, des taxes municipales, allez vérifier auprès des autorités compétentes. Fiez-vous pas juste à. Des fois, il y en a qui se fient à ce que les courtiers marquent dans leur listing puis ils n'obtiennent pas le papier. Là. Allez chercher le document. Là. Vous pourriez être surpris à quel point souvent c'est erroné ces informations-là. Là. Les mêmes choses pour les revenus. Là. Ce que les agents écrivent dans les fiches, là, puis je ne veux pas parler en mal contre les agents, là, mais ça arrive fréquemment qu'il y a de la bullshit là-dedans. Bien, en fait, Jean-Sébastien, le propriétaire peut donner des chiffres aussi en omettant certaines informations. Oui. C'est pas toujours le courtier, c'est peut-être des fois c'est le vendeur qui ne donne pas les bonnes informations. Oui, puis il faut leur tirer leur verre du nez, puis il faut faire nos vérifications. Quand on a des doutes au niveau des revenus puis tout ça, s'il y a des locataires en place, là, ça se pose une question. Là. Quand je vais visiter des immeubles que je rencontre des locataires, bien souvent, ils ne sont pas tous là, mais ceux que je croise, là, même si le propriétaire est à côté de moi, là, je n'hésite même pas à leur poser la question. Vous êtes ici pendant combien de temps? Mais vous ça, le voisinage est comment? Blablabla. Et je leur demande, je dis, c'est quoi votre loyer par mois? Je leur pose la question, même si le propriétaire est à côté, je m'en fous. C'est quoi ton loyer par mois? Puis le propriétaire ne lui dit pas un mot. Il laisse le locataire parler, ben, il n'y a pas rien à dire non plus. Je veux dire, s'il intervient, c'est sûr qu'il vient de me perdre. Là. On s'entend. Là. Fait que, c'est jamais arrivé que j'ai eu des surprises, là, mais c'est une vérification que j'aime bien faire. Ben oui, c'est clair. Puis dis-moi, là, au niveau de la négociation, ça semble pas avoir été trop compliqué. Le courtier immobilier était quand même de ton côté. La négociation s'est bien passée, c'est ça que je comprends. Oui, ça s'est bien passé. La négociation, dans le fond, il y en a eu une seule. Ça a été après mon rapport d'inspection. OK. J'ai fait inspecter l'immeuble. Il y a certaines choses qui sont sorties. Pour la très grande majorité, c'était des choses que je connaissais déjà. Mais ça ne m'a pas empêché d'appeler mon courtier et de dire bon, ben, je vais obtenir le rapport d'inspection, fait qu'on va modifier l'offre d'achat puis je vais baisser le prix. Fait que le courtier, lui, il connaissait la game, puis ça a duré 30 secondes. Là. Il dit ben, je pensais passer de tel prix à tel prix. Selon toi, ça fait-tu du sens? Il dit c'est pas mal ce que j'avais en tête aussi. Fait qu'il a rempli les papiers, il me les a envoyés, je les ai signés, puis 2 jours après, il m'appelait pour me dire que ça avait passé. Donc, ça veut dire qu'on peut toujours négocier, même quand c'est des huissiers ou des créanciers. Tout à fait. Puis ils sont même, rendus à cette étape-là, ils sont même beaucoup plus aptes à négocier parce que l'offre d'achat est déjà acceptée. Vous avez déjà rempli toutes vos conditions. Mais en tout cas, moi, je m'arrange tout le temps pour que l'inspection, ça soit la dernière affaire. Que ça soit la dernière chose que j'obtienne parce que c'est ça qui me permet le plus possible de négocier. De toutes les transactions que j'ai faites avec ce petit logement-là, j'en ai fait 4. Là. Et dans les 4, là, c'est arrivé systématique. L'inspection, c'est la dernière chose. Je suis arrivé avec le rapport, je me rassisais avec le vendeur ou mon courtier ou l'huissier dans ce cas-ci. Je lui disais, on a découvert ça. Voici ce que je vous offre. Puis ironiquement, guess what? Dans un des cas, c'était un duplex, là, dans un des cas, le notaire, là, il était la semaine suivante. Puis moi, je suis arrivé avec le rapport d'inspection, puis c'était une méchante baisse en plus. J'ai dit, regarde, ta fondation est à moitié tout croche à cet endroit-là, il faut que je la refasse. Là, j'ai sorti la totale, là, même si je pouvais m'en sortir avec moins que ça. J'ai dit, regarde, je te fais une baisse de 30 000 direct là. Déjà que le prix n'était pas élevé. Là. Fait que j'ai dit, si tu n'acceptes pas, moi, ça ne me dérange pas. Il dit, moi, j'appelle mon notaire et j'ai dit qu'on cancelle tout ça. Au pire, j'aurais payé une inspection pour rien, mais c'est pas grave. Il dit, si vous acceptez, dans une semaine, on passe sur le notaire. Puis les vendeurs étaient motivés. Ils ont accepté. C'est bon. c'est bon. Dis-moi, là, après, tu passes chez le notaire, c'est quoi la première étape? Tu t'enlignes sur quoi? Les travaux, les plans, Encore là, un autre conseil que je peux donner à bien du monde, c'est lorsque vous êtes en processus d'achat, attendez pas d'avoir obtenu l'immeuble, d'avoir passé chez le notaire pour commencer à faire vos estimés de travaux puis à commencer à élaborer un plan. Faites ça dès le départ. Même parce que vous pourriez avoir une surprise. Vous pourriez être en processus d'achat puis vous vous rendez compte que les travaux coûtent pratiquement le double de ce que vous aviez estimé.
Si votre deal n'est plus un deal à cause de ça, bien, c'est encore temps de sortir. Sinon, vous êtes pogné avec l'immeuble. Là. Fait que moi, durant le processus d'achat, je l'ai tout de suite fait venir 2 entrepreneurs différents pour obtenir des prix pour les travaux. J'ai fait venir aussi un électricien pour obtenir une soumission pour une conversion de chauffage parce qu'il y a une bonne partie des logements, dans le fond, qui étaient payés par le propriétaire. Moi, je voulais faire le switch, mais finalement, je ne l'ai pas fait parce que les coûts étaient trop élevés. Ça m'aurait coûté trop cher faire la conversion par rapport à ce que j'aurais obtenu comme plus-value à la fin. Ça ne valait pas la peine. Ça aussi, un autre conseil. Je vois beaucoup là, que si c'est la mode, là, si ces réseaux sociaux, on en voit beaucoup. Là, les gens trouvent un immeuble, puis comment ça va me coûter faire une conversion, blablabla. Le monde focus conversion là, pour optimiser les coûts et faire de l'optimisation. Mais avant de vous lancer là-dedans, là, regardez le secteur autour de vous. Dans quel genre d'immeuble vous venez d'acheter? Quelle clientèle vous voulez? C'est quoi les comparables de votre secteur? Si la majorité des immeubles dans votre coin sont tous payés par le propriétaire parce que c'est ce que la clientèle recherche, lancez-vous pas là-dedans parce que vous risquez de frapper un mur. Vous allez vous rendre compte que vous dépensez peut-être de l'argent pour rien. OK. Dis-moi, comment on finance ça, des logements vides? Ah, c'est une très bonne question. Là-dessus aussi, je peux donner certains conseils. On entend souvent que des logements vides, bien, les caisses et les banques, bien, on ne touchera pas à ça hein, parce que c'est complètement vide. Bien, dans mon cas, moi, j'ai eu le courage d'appeler mon directeur de compte et de dire écoute, on se connaissait déjà, on était déjà rentré en relation avec. Puis j'ai dit garde, j'ai une opportunité entre les mains. J'ai dit mon but, c'est pas de te faire peur, mais je t'en parle pareil parce que si toi, tu n'embarques pas, il dit moi, je me retourne vers mon prêteur privé puis je vais faire le deal pareil. Je m'en allais passer par un prêteur privé au départ. J'ai appelé mon directeur de compte chez Desjardins. Et à l'époque, c'était le CDE, oui, c'est ça. Le CDE. Fait que je lâche un coup de fil. J'ai dit, écoute, l'immeuble, il est vide. Il n'y a pas un locataire dedans. Il dit, c'est un gros projet. Il dit, j'ai des travaux à faire. J'ai estimé les travaux. Ça va coûter à peu près tant. Mon prix d'achat, c'est à peu près tant. Il dit, je compte faire ça sur tel délai. Puis, je voulais savoir si tu voulais quand même me financer sur ce projet-là. Et si tu ne veux pas, ben, je vais comprendre toute l'équipe. Puis, à ma surprise générale, il a accepté. Tu avais une nouvelle valeur économique aussi à lui proposer après. Oui, tout à fait. Dans le fond, évidemment, pour qu'il accepte ce genre de projet-là, il fallait que je fournisse différentes choses. Mais il n'a pas seulement accepté de me financer l'achat de l'immeuble. Là. Il a accepté plusieurs choses puis il m'a accommodé. Parce que mon prix était tellement bas par rapport à ce que l'immeuble aurait valu une fois les travaux faits que moi, une fois que je lui ai donné l'évaluation agréée pour la valeur future, lui, il m'a financé 75 du prix d'achat plus les travaux que j'allais faire dedans. Fait que les travaux, c'est pas moi qui les ai payés, mais c'est la caisse qui nous a déboursés au fur et à mesure que les travaux ont avancé. Fait qu'au final, je me serais ramassé à avoir à investir seulement ma mise de fonds. Et encore là, la mise de fonds, moi, je voulais garder mon argent pour les travaux, justement, ça ne tentait pas de la mettre. Fait que finalement, c'est mon prêteur privé qui a financé la mise de fonds. J'en ai parlé à mon directeur de compte. Je disais, la mise de fonds, on va prendre à tel prêteur à tel taux. Là, au début, il fait comme, il dit, t'es sûr que tu n'as pas moyen d'avoir l'argent ailleurs? J'ai dit, ben, l'argent que j'ai, j'en ai besoin. Je vais l'apprendre, effectivement, je vais l'apprendre ailleurs. Il a accepté. Il m'a même fait une lettre comme quoi il acceptait le deuxième rang. Hey, wow! Puis la cerise sur le gâteau, sur son nez plutôt, il me dit, garde, il dit, vu que c'est un projet d'optimisation et que tu as 0 revenu, il dit, pour les 6 premiers mois, je te fais payer seulement l'intérêt. Incroyable. Ça peut paraître incroyable et bizarre ce que je viens de dire là, mais c'est réellement ce qui est arrivé. Tu dois avoir une bonne relation avec lui. Tu sais, ouais. Il a été courageux aussi parce que c'était la première transaction qu'on faisait ensemble. OK. J'ai été le voir à son bureau, on s'est vu, on s'est présenté. J'ai dit, bien, regarde, il a à peu près mon âge, mais peut-être un petit peu plus âgé, sinon plus. Il fait affaire avec beaucoup d'investisseurs. La game, il la connaît. Il sait comment ça marche. Lui, son dada, c'est de travailler là, puis de faire des hypothèques, concocter des fichiers, des dossiers. Mais il aimerait bien. Je le voyais dans son speech là, que lui aussi aimerait ça être sur le terrain et en faire. Fait qu'à moi, je suis arrivé avec le projet, lui, ça l'a fait un peu saliver. Là. Fait que, il a vu le potentiel en arrière de tout ça, et il a cru en moi. Fait qu'il m'a donné ma chance, dans le fond. OK. Puis toi, est-ce que tu es majoritairement seul quand tu fais tes projets? Ou tu as des gens autour de toi, des partenaires, une équipe?
Les équipes que j'ai autour de moi, c'est des notaires, des entrepreneurs, des évaluateurs. Je n'ai pas de partner en tant que tel. Je n'ai pas un autre investisseur avec qui on s'est joint. Je travaille là-dessus. Par contre, j'ai différents projets sur la table qui impliqueraient justement des partenaires. On est encore un peu en pourparlers. Il n'y a pas rien d'officiel là-dedans. Mais pour le moment, les 4 transactions que j'ai faites à date en tant qu'investisseur, je les ai faites ça. OK. Puis dis-moi, ton plan A pour le 10 logements, ben c'était rénover, revendre. Est-ce que ton plan A a fonctionné ou on est toujours en processus? Non, ben, ce projet est terminé. J'ai vendu l'immeuble. OK. Par contre, je peux vous jaser de l'erreur que j'ai faite. Justement, je vous parlais de l'erreur de parcours au début de l'interview. Mon intention, c'était de le revendre. Puis, en cours de route, après, j'ai acheté cet immeuble au mois de juillet. Puis, en début janvier, j'ai 2 investisseurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils seraient prêts à l'acheter. Moi, je venais juste de le mettre en marché. Je n'avais pas appelé de courtier. Je l'ai affiché rapidement par moi-même. Et ces 2 investisseurs-là sont venus à moi. Ils voulaient acheter l'immeuble, c'était dans leur secteur. Puis, ces 2-là avaient un historique. Il y avait déjà un petit parc immobilier à leur nom dans le secteur de Trois-Rivières. Fait que, eux autres, ça faisait bien leur affaire. Fait que, il y a eu un offre d'achat signé. Moi, je vendais le prix que moi, je voulais vendre. Tout était correct. Sauf que l'erreur que j'ai faite, c'est que quand eux ont signé l'offre d'achat, moi, j'avais juste 2 logements de louer sur 10 à ce moment-là. Puis quand l'offre d'achat a été signée et qu'ils ont commencé à faire leurs conditions et à les lever une à une, moi, j'ai levé le pied. C'est-à-dire que j'ai arrêté de faire la location et j'ai dit, bon, mais eux autres s'arrangeront avec ça. Ils m'ont dit, anyway, qu'ils préféraient même choisir leur locataire parce que, bon, par principe, là. Puis l'offre d'achat était signée, il restait pratiquement juste le financement à obtenir le hockey. OK. Puis moi, je me suis un peu assis là-dessus, puis ça a été une erreur monumentale parce que quelques mois plus tard, là, je vous parle qu'on c'était en janvier qu'il y a un offre d'achat qui a été signé. Bien là, on était rendu fin avril, puis le financement n'était pas encore obtenu. Fait que là, ça a été beaucoup trop long. Là. Moi, j'ai commencé à stresser. Puis finalement, il est arrivé ce qui devait arriver. Ils n'ont jamais obtenu le financement, fait qu'ils n'ont jamais acheté. Il n'y a jamais eu de notaire. Fait que là, je me suis retrouvé au début du mois de mai avec un immeuble qui avait juste 2 locataires dedans sur 10. La grosse période de location était passée. Fait que là, moi, je me suis retrouvé vraiment les culottes à terre. Ça a été une très grande erreur. Les liquidités ont commencé à me manquer pour subvenir au paiement de l'immeuble. Là, j'ai commencé à stresser pendant le dormir. Là, finalement, je m'en suis sorti. Là, en juillet, je l'ai revendu. Au total, je vais avoir eu l'immeuble 1 an de temps, mais je ne l'ai pas revendu au prix que j'aurais bien aimé le vendre à cause de ça. Parce que je me suis retrouvé un peu le vendeur motivé là-dedans. Ouais. Là, ça a été une grosse erreur. Mais au moment où je l'ai vendu, mettons du mois de mai au mois de juillet, j'ai quand même donné un gros boost là, sur la location, puis j'ai mis beaucoup d'efforts. Puis j'étais rendu à 7 logements de louer là, au moment où je l'ai vendu en juillet. Et c'est pas pire parce que rendu à ce niveau-là, l'immeuble, il se payait presque tout seul. Fait que, j'étais rendu, j'avais sorti la tête de l'eau à ce moment-là. Fait que même si la transaction n'aurait pas eu lieu en juillet, j'aurais pu, j'ai repris les rênes, si on veut, en juillet au moment de la vente. Là, parce que si l'acheteur aurait voulu renégocier à ce moment-là, j'aurais simplement dit non et j'aurais gardé l'immeuble et j'aurais continué. OK. Puis t'as quand même eu ton prix ou tu... Non. Non. Non, j'ai pas eu mon prix. Tu voulais que... À cause de tout ça, mon flip a fini kiff un peu. OK. OK. Ah, mais on fait plein d'apprentissage là-dedans. Oui, ça a été beaucoup d'apprentissage. Comme là, le flip que je viens de faire là, que je suis en train de faire là, un des flips que je suis en train de faire là, je ne répète pas la même erreur. Il y avait de l'optimisation à faire. Je l'ai commencé le jour 1, puis le jour où ça a fini, ça a été la mise en vente instantanée. Parfait, ça. Dis-moi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute en immobilier ou qui débute à faire des flips? Que ce soit des flips ou de l'accumulation d'immeubles, ça aussi, j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, je constate que les gens n'ont peut-être pas la bonne base en formation. Là. Investis dans une formation. Moi, je fais de le dire. Là, j'ai été formé en tant qu'investisseur au Club des investisseurs immobiliers du Québec. Une super belle place, on a une super belle équipe. C'est pas les seuls, il y en a plein. Là. Il y a Imo Facile, il y a MRX, j'en passe. Il y a Stéphanie Milo qui en fait aussi. Il y en a plein là, qui donnent des formations par rapport à ça. Les gens, on dirait qu'ils hésitent parce que ça coûte cher se former, là, mais je vous jure là, que juste avec
les opportunités. Dès la première maison que j'ai achetée, là, au moment où je l'ai achetée, là, je le savais que l'investissement que j'avais fait dans ma formation, je venais de le repayer direct là. Exact. Dès mon premier achat. Fait que, ça vaut la peine de se former et de dépenser quelques centaines ou milliers de dollars en formation. Pour éviter des erreurs Pour aussi. éviter des erreurs, c'est jamais comme la télé. Là. Oubliez ça. Surtout les flips, là, tu regardes les émissions ou les réseaux sociaux, ça a tellement l'air facile. Là. Il y a jette, il y a revend, puis on voit 2-3 chiffres passer à travers ça, puis ça a l'air d'être magique. Là. Dans la vraie vie, c'est pas ça. C'est plus compliqué. Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. On va se quitter avec une citation qui, je demande ça à tous mes invités, une citation qui t'inspire dans la vie de tous les jours. C'est une bonne question. J'ai pas de citation en tant que telle à citer. Par contre, je peux peut-être dire de quoi qui va se référer un peu à ça et qui peut passer pareil. Je vous dirais, dans la vie, là, que ce soit à votre niveau personnel ou professionnel, là, peu importe, là, prenez des décisions. Retenez ce mot-là, décision. Qui soit bonne ou mauvaise, le fait que vous preniez des décisions, c'est ça qui va faire que vous avanciez. Si jamais ça se trouve que c'est une mauvaise décision, ben c'est pas plus grave. Concluez que vous avez appris votre erreur puis vous ne la referez pas 2 fois. Mais prenez des décisions. Il n'y a rien de pire que de rester sur place et de ne pas choisir ce qu'il faut faire. Le chemin A, le chemin B, choisissez-en un. Prenez une décision. Si vous faites ça, vous allez avancer. Vous allez vous faire un plan et vous allez avancer. Excellent conseil, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci. Je te souhaite plein d'autres flips à venir. Bye. Merci. Bye-bye. Et oui, on ne peut pas faire de l'immobilier en faisant du surplace, en ne prenant pas de décision. Donc, ça, c'est un fait. Il faut oser demander, être ouvert et transparent aussi avec les gens avec qui on travaille, avec les gens qui sont dans vos projets, que ce soit le créancier, le notaire, l'entreprise en construction, même vos partenaires, peu importe, c'est en étant authentique que vous allez avoir beaucoup de succès et ça va vous aider vraiment dans votre carrière. Et oser demander, c'est important. Je vous invite à aller faire un tour également dans la section partenaires de mon prospecteur. Présentez-vous, donnez aux gens le goût de vous connaître et comme ça, vous pourrez trouver ou même compléter votre équipe de rêve. Alors, merci d'être là. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de Deal et Confidence.